écoutons Trump, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il en rajoute. Et c'est pas seulement qu'il lâche l'Ukraine, ça, à la limite, on pourrait dire qu'il y a une stratégie, mais il la lâche de façon infamante, en voulant montrer une forme de mépris. Écoutez. J'ai eu de très bonnes discussions avec Poutine, mais pas avec l'Ukraine. Ils n'ont plus de cartes, mais ils essayent quand même de jouer. Nous, non. Et nous n'allons pas laisser cela continuer. Cette guerre est terrible. Nous faisons des progrès incroyables. Nous avons fait plus de progrès que les administrations précédentes en 3 ans. Encore une fois, c'est si triste que ce conflit ait commencé. Je me demande bien pourquoi le conflit a commencé déjà. Mais Trump, dans son premier mandat, avait lâché l'Afghanistan. Hein, c'est lui, il faut quand même le rappeler. Mais bon, pour le coup, il n'avait pas insulté les Afghans et il n'avait pas repris les éléments de langage des talibans. Il avait partiellement abandonné aussi les Kurdes syriens, avant que des gens, des adultes dans la place le ramènent un peu à la raison. Mais entre-temps, les Kurdes syriens avaient été attaqués par la Turquie. Et là... on est dans une situation où, comportement, non seulement, effectivement, il insulte ceux qui l'abandonnent, et en plus, il leur demande du pognon, quoi. Il demande de payer, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, mon prédécesseur est venu vous aider. Bon, moi, non seulement je vous aide plus, mais en plus, vous allez cracher au bassinet, quoi. C'est un comportement c'est même plus de stratégie d'affaires, c'est du gangstérisme, faut être clair. Autant on peut comprendre qu'une nation reconnaissante dise, ok, voilà, vous nous avez aidé, on va peut-être vous accorder certaines préférences pour la reconstruction. Alors que là, c'est du pur racket, quoi. Il en rajoute encore dans cette affaire. Mais juste un élément, pour revenir un peu à la question précédente, le vrai test, en fait, ce sera sur l'OTAN. C'est-à-dire que si, effectivement, Trump accepte, par exemple, c'est une idée qui est un peu dans l'air, que les forces américaines quittent les territoires, justement, qu'on voyait sur la carte de l'ancien pacte de Varsovie, dont on rappelle au passage que ces pays auraient pu choisir aussi de s'allier avec la Russie. Étrangement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré passer tous à l'ouest. Mais c'est très étrange. C'est la fameuse blague, vous savez, de Gaspard Proust qui dit « personne n'est de gauche », parce que quand il y a eu la chute du mur de Berlin, personne n'est allé dans un sens, tout le monde est allé dans l'autre. Il y a une autre théorie que j'ai entendue. Oui, donc voilà, ça c'est le vrai test, pardon. Mais savoir quelle sera son attitude vis-à-vis de l'OTAN, voir le vrai test de sa soumission à Poutine. Mais jusqu'où il est prêt à aller. Non, mais il y a une autre théorie que j'ai entendue sur la raison pour laquelle Trump a commencé vraiment à critiquer Zelensky, c'est que Zelensky a quand même été adulé et adoré par les gouvernements et par les opinions publiques dans le monde entier. Si Trump sait que pour avoir une paix en Ukraine, la paix qu'il a promise, il sera obligé de faire affaire avec les Russes, eh bien c'est tout à son intérêt de diaboliser Zelensky pour pouvoir dire finalement à son électorat, regardez, finalement nous avons soutenu le mauvais pari, nous avons soutenu cet homme qui est un dictateur. Écoutez, une autre thèse encore, c'est celle d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, il connaît la Russie, il a reçu notamment, il a eu des discussions très poussées avec Medvedev à l'époque, c'était un autre temps où les relations étaient différentes, et il dit, ça rejoint ce que vous disiez depuis longtemps d'ailleurs, Guillaume Roquette, Trump n'est pas idiot du tout, il a une stratégie, on est d'accord ou non avec lui, mais c'est la stratégie de décoller la Russie de la Chine. Et c'est vraiment un plan stratégique des Américains, bien au-delà du seul Trump. Écoutez-le. Ce que veut faire le président américain aujourd'hui est exclusivement dirigé par son objectif principal. La Chine. La Chine. Et en engageant la discussion avec les Russes, en essayant de recréer du lien politique et de recréer des liens économiques avec la Russie, il entend probablement faire à l'envers ce que Nixon avait fait dans les années 70. Nixon avait essayé de décoller la Chine de Mao de l'Empire soviétique. Je n'exclus pas que Trump veuille faire la même chose. C'est une espèce de Nixon à l'envers ou de Nixon de nouvelle manière. C'est quand même une forme d'éloge. Vous lui prêtez une stratégie, plus que des intérêts, comme certains disent, c'est un agent russe, etc. Là, vous faites l'hypothèse d'une stratégie. Comment pouvez-vous imaginer que le président américain n'ait pas de stratégie ? Je vous pose des questions. Il a évidemment une stratégie. Sophistiquée, intelligente en l'occurrence. On peut être en Écoutez, je pense que les gens qui imaginent que le président Trump est un idiot, ou qu'il serait simplement quelqu'un qui agirait des réflexes idéologiques absurdes, je pense que ceux-là se trompent sur le personnage. Voilà, cette analyse d'Édouard Philippe. Comprenons bien l'histoire. Rappelons ces images qu'il rappelle dans les années 70. On a vécu ce moment incroyable. Et vous avez souvent parlé de la dureté des guerres à l'époque précédente, 69 je crois, entre les Russes et les Chinois, soviétiques et les Chinois. Regardez,
ça paraissait impensable, un peu comme est impensable aujourd'hui ce que fait Trump. Nixon, anticommuniste pur et dur, qui va voir Mao Tse-tung, Kissinger qui va voir Mao Tse-tung parce ils ont fait leur choix. Ils veulent se rapprocher de la Chine pour pénaliser les soviétiques. Est-ce que cette hypothèse-là a du corps, je vous dis ? Bah oui, parce que la Chine de l'époque est un peu comme la Russie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une puissance de rang 2. Et c'est l'allié de l'ennemi numéro 1. À l'époque, l'ennemi numéro 1, c'était l'URSS. Et la Chine était encore un pays relativement peu développé. C'était pas la puissance économique fabuleuse qu'elle est devenue aujourd'hui. Et donc, les Américains se sont dit, bon, bah ok, on essaie de les décoller. Oui, je pense que c'était la même chose. Et dans les deux cas... Alors, avec juste une différence, c'est que c'est probablement plus facile idéologiquement pour Trump de s'entendre avec Poutine que ça l'était pour Nixon avec Mao Tse-tung. Oui. Non, mais je pense la Chine et l'Union soviétique étaient au bord de la guerre, attention. Oui. Alors, oui, mais ils étaient communistes tous les deux. Oui, il fallait être sûr qu'ils se mettent pas ensemble. Quoi, et la Chine soutenait des conflits dans le tiers-monde avec des pays qui étaient contre les États-Unis. Est-ce que c'est très américain, ça ? Moi, dans l'histoire des États-Unis, c'est rarement moral. Ils font un choix, ils disent, voilà, il faut s'allier avec les dictatures d'Amérique du Sud contre les communistes, il faut s'allier avec les islamistes contre l'Union soviétique. Cette façon vraiment de dire, on a un ennemi, on le choisit et on agit en fonction. Oui, non, alors là, c'est donc la Chine. Ça, très clairement, c'est très américain. Et c'est une stratégie qui est possible. Je dirais, à la différence de Nixon, on a l'impression quand même qu'il achète le modèle poutinien. C'est pas simplement une stratégie. On n'accusera jamais Nixon, par exemple, d'avoir été pro-communiste, ni à Kissinger. Aujourd'hui, non seulement il n'est pas accompagné d'une Kissinger, donc il y a quand même une grande différence en termes de stratégie, qu'on n'est pas accompagné d'un Kissinger. Il a Marco Rubio. Et un Hegseth, c'est pas le même niveau. Rubio, je l'aime bien, mais c'est pas un Kissinger quand même. Oui. Mais surtout, c'est pas... Je ne pense pas qu'il écoute Rubio de la même façon que Nixon écoutait Kissinger. Et ça, c'est très important. Je pense quand même qu'il va au-delà avec son admiration pour Poutine et son narratif qu'il a. Oksana, si vous aviez un Américain en face de vous, moi j'en ai entendu des comme ça, vraiment, des diplomates américains qui me disent avec une franchise complète, notre ennemi maintenant c'est la Chine. En réalité, la Russie... Bon, évidemment, on ne veut pas que la Russie soit forte, pas trop, mais notre ennemi, c'est la Chine. Donc, la Russie, c'est secondaire, et le sort de l'Ukraine, c'est relativement secondaire. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Vous savez, je rejoindrai Édouard Philippe pour cette comparaison avec Nixon, mais on dit chez nous la même chose, mais on dit c'est au contraire. C'est un peu dans l'autre sens maintenant que ça fonctionne. Mais quand on parle de Chine, quand on se souvient de cet épisode de l'histoire, il faut rappeler aussi que Nixon, il voulait prendre... Quand il a compris que le modèle de communisme est inévitable, que le montée du communisme est inévitable, il a choisi avec Kissinger modèle chinois pour la proposer que si le communisme propage, qu'il propage de Chine et pas de l'Union soviétique. C'était ça leur idée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie de tout ça. Aujourd'hui, ce que propose Trump, en contrairement de Kissinger, comme vous dites, c'est deal, c'est le business avant tout. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'idée qu'il n'a pas de stratégie. Oui, c'est possible que le président Trump n'a pas de stratégie. Et c'est pas ce que dit là, c'est le contraire. Il dit il y a une stratégie qui est de dire... Allez, notre ennemi c'est la Chine, le reste c'est secondaire. Il vaut mieux même avoir des ponts avec les Russes. Le tactique de Trump, je ne parle pas de stratégie de Trump, le tactique de Trump c'est mentir, 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 presser, presser, presser. C'est dans son livre. C'est sa manière... Cette tactique, ça s'appelle inonder l'espace médiatique pour parler n'importe quoi, juste pour que les gens n'ont pas le temps d'analyser et prendre les décisions. Le résultat de ça, du point de vue des Russes, évidemment, regardez ces images. Poutine qui boit le champagne au propre et au figuré. Il y a un moment russe, alors peut-être qu'ils seront démentis, peut-être que Trump sera plus dur avec eux que ce qu'il est pour l'instant, mais enfin, pour l'instant, je crois que c'était la journée des défenseurs de la patrie dans le calendrier politique et institutionnel russe. Alors c'était l'occasion, mais très souvent, il y a un moment, je ne sais pas si vous voyez, je crois que c'était après Prigojine, quand Poutine se sent à l'aise, il y a le moment champagne. Il ne doit pas être un très grand buveur d'alcool, semble-t-il, d'après ses biographes. Mais ils doivent être en train de jubiler aujourd'hui à Moscou. Quand vous êtes à Moscou et que vous entendez le président des États-Unis répéter mot par mot ce que vous dites, quand vous voyez que finalement le président des États-Unis critique
Zelensky et va sans doute imposer une paix à l'Ukraine qui sera au bénéfice de la Russie. Quand le président américain ne parle plus des dizaines de milliers d'enfants qui sont déportés, des villes ukrainiennes qui sont bombardées, quand il commence même à accuser l'Ukraine d'être partiellement fautive du début de cette guerre, évidemment qu'ils sont heureux à Moscou. Tous leurs meilleurs rêves se réalisent. Et juste pour en revenir, cette idée de pouvoir décrocher la Russie de la Chine, c'est complètement oublier le partenariat stratégique que la Chine et la Russie ont signé juste avant le début de la guerre en Ukraine. Avec cependant des haines entre eux, beaucoup de haine recuite, c'est pas assez loin d'être les meilleurs amis du monde, on l'a souvent rappelé ici. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Oksana. Trump et Poutine, c'est vraiment deux personnes qui se comprennent. C'est le racket que Trump veut imposer à l'Ukraine. C'est une façon de voir le monde par la force, par le business, par le fric. Mais pardon, voir que le fric... Samantha, si on va au bout de la comparaison, quand Nixon va en Chine, rappelez-vous, c'est le pays du goulag chinois. C'est un des pires pays du monde. C'est une des dictatures qui a fait le plus de morts, peut-être encore plus de morts numériquement que la Russie communiste. Nixon y va, il a la main dégoûtante de sang. Bon, ça fait partie de son boulot. Il le fait sans état d'âme. Et la Chine a aidé ses ennemis au Vietnam. Il ne faut pas oublier que c'est dans le contexte aussi où là, pour le coup, Nixon, lui, cherche à se dégager du Vietnam et quitte à aller serrer la main de et à l'époque aussi, ça choquait beaucoup de gens. À l'époque aussi, comme aujourd'hui Trump, Nixon choquait beaucoup de gens. On disait c'est pas moral. Il n'y avait pas le lien personnel entre Nixon et Mao qu'il y a entre Poutine et Trump. Il faut quand même se souvenir que quand Trump était en faillite à la fin des années 90, ce sont des banques russes qui l'ont aidé parce que les banques américaines ne voulaient pas l'aider. Votre regard, vraiment, j'aimerais votre regard sur ce qu'on voit là, ces images de Poutine et son champagne là, alors dans cette ambiance moitié, c'est toujours un peu moitié post-communiste et moitié post-stariste. Il y a un petit côté... Il y avait des remises de décoration aussi, donc c'était pour des combattants militants. Des combattants méritants, et militants du poutinisme peut-être, en tout cas méritants dans la guerre d'Ukraine. Et moi, je pense quand même que Poutine doit se demander, mais qu'est-ce qu'il va me demander ? Qu'est-ce que Trump va exiger de moi ? Parce que là, trop beau. Ça se passe trop bien. Exactement. Moi, je pense que ça se passe trop bien. Et c'est une explication possible, c'est que Trump lâche tout sur l'Ukraine, abandonne Zelensky en race campagne de façon vraiment indigne, en disant, vous voyez là, j'ai tout lâché. Alors maintenant, c'est à vous. Et justement, ce partenariat stratégique avec la Chine, il en est où ? Comment est-ce que vous allez... Maintenant, qu'est-ce que vous allez acheter comme produit ? Et je pense qu'il va lui mettre la pression, parce que sinon, il est juste idiot. Et j'ai du mal à croire que Trump soit idiot. Mais on sait ce qu'il va obtenir en retour. Ça a été dit de façon très claire à Riyad, autant par Kirill Dmitriev, qui était l'envoyé, qui est le chef du fonds russe d'investissement, que par Marco Rubio. Ce sont des opportunités économiques très intéressantes pour les entreprises américaines qui ont soi-disant souffert de ne plus pouvoir exploiter le pétrole et les terres rares qui existent en Russie aussi. Et donc, il y a tout à gagner économiquement et financièrement pour les entreprises américaines. Et ça va bénéficier à Trump. Écoute.